Mais je vous présente, j'ai invité dans notre cercle Gérard Boyadjian. Bonjour, enchanté. qui est venu de Paris pour nous parler de son métier, du cinéma et de sa passion, qui est cinéma aussi, entre autres. Et le sujet annoncé, c'est cinéma, l'art pour l'art, avec point d'interrogation. Et donc, on va voir aujourd'hui ce que Gérard va nous dire à ce sujet. Et il parlera de la censure qui existe aujourd'hui dans le monde de l'art, du cinéma en particulier, et de l'état du cinéma contemporain en France ou en général. Je te laisse parler, Gérard. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci de me recevoir. Ce sujet. Alors, je vais faire une petite présentation un peu de mon parcours pour pouvoir après étayer un petit peu sur ce qu'on va évoquer, qui est effectivement le cinéma en France, le cinéma en Occident, en Europe occidentale, la censure, la propagande, le monde de l'institution. Mais je vais commencer par le début. Donc, je m'appelle Gérard Boyadjian, je suis français, j'ai 41 ans et j'ai commencé mes études cinématographiques au Mexique. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec ce pourquoi j'étais prédestiné. J'ai fait mes études en Californie. Je rentre en France, je fais mon service militaire et je repars illico au Mexique où j'atterris dans une école de cinéma et je vais y passer 4 ans. Je vais rentrer en Europe, je resterai 1 an en France et je pars poursuivre mes études en Italie, à Naples. Et pour vous dire un petit peu que mes études ont été et ont baigné surtout à l'étranger avant d'exercer, commencer à exercer et à développer des projets cinématographiques en France. Pourquoi je présente ça, c'est pour donner un peu une perspective aussi internationale, parce que tout le monde ne pense pas, et tout le monde n'est pas régi avec les mêmes perspectives, les mêmes codes, et les mêmes structures que ce que nous vivons aujourd'hui en France, et de manière plus générale dans l'Europe occidentale. Alors j'ai commencé mes premiers projets en 2007 en France, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 12 ans, ou 11 ans, avec un premier court-métrage, qui s'appelle toujours Stavolta, qui était un court-métrage italien. Et je pense que déjà à cette époque-là, on avait commencé à sentir une censure ou une autocensure qui se dressait un petit peu en France, mais du bout du nez. On ne le voyait pas forcément comme aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, elle s'assume complètement. Et puis, il faut savoir aussi qu'en France, moi qui n'ai pas une grande culture littéraire, une culture, on va dire, en dehors de la cinématographie, que j'ai quand même très très bien étudiée. Donc j'ai une culture cinématographique qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'un auteur comme Bertrand Blier, que vous avez peut-être que vous connaissez à travers des films comme Tenue de soirée ou des choses comme ça. Voilà. Et oui, il y a eu Bernard, il y a eu Bertrand Blier, et puis il y a beaucoup de cinéastes, mais j'allais dire pour les plus sulfureux aujourd'hui, je vous prends un exemple comme John Ford. Aujourd'hui, les westerns de John Ford, il pourrait se retrouver au tribunal pour incitation à la haine raciale. La manière dont il découpille les Indiens, ça passerait limite. Ça passe, mais ça, je veux dire, le message qui nous est délivré, il commence à être limite. Bertrand Blier se retrouverait, lui, au tribunal pour homophobie ou misogynie, machisme, ou voilà, ce genre de choses-là. Bon, il y a tout un tas de choses. Donc je reviens un petit peu au domaine, on va dire, ce qui va être un peu de la censure, etc. Mais la censure, elle a toujours existé. Hein. La censure, c'est pas quelque chose qui est propre à notre époque. La seule chose, c'est qu'effectivement, la France était une terre où tous les censurés du monde entier venaient présenter leurs projets. On peut prendre par exemple le film qui est connu comme L'Empire des Sens de Nagisa Oshima. C'est un film japonais, mais c'est un film dont l'auteur, le cinéaste, a été condamné à 2 ans de prison au Japon pour pornographie. C'est un film qui a été financé par les Français, produit par les Français. Alors c'est absolument pas un film pornographique d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent. C'est un film sur l'Empire des Sens, effectivement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la machine tourne un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que la France, qui était connue pour être une terre qui accueillait tous les damnés de la censure du monde entier, se retrouve aujourd'hui à pratiquer un petit peu la même méthodologie concernant ses propres dissidents.
Donc elle est toujours très très vertueuse quand elle parle des pays étrangers, en disant que vous avez vu ces dictatures au Moyen-Orient, en Russie, la dictature des minorités, etc., sur les minorités, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, en France, on applique exactement la même chose dès qu'on a un film qui va sortir, on va dire, de la doxa dominante de nos institutions. Parce qu'il faut aussi comprendre que le film n'est pas construit, édifié, subventionné, financé comme un livre. Le livre, et j'ai quelques amis écrivains, c'est-à-dire que ça vient d'une tête, et c'est toute la tête qui vient jusqu'à la main pour écrire sur la page. Il n'y a pas de censeur institutionnel qui puisse s'introduire entre cette sphère-là. Dans un film, c'est complètement différent. Dans un film, vous avez des subventions, vous avez le pré-tournage, vous avez un scénario, vous avez des traitements, vous avez des gens qui vont valider votre scénario, qui vont subventionner, qui vont lui donner un visa, qui vont pouvoir le distribuer ou pas. Donc il y a tout un tas d'étapes préalables que vous devez passer, qui sont des filtres, et notamment des filtres idéologiques, qui fait que si votre film rentre effectivement dans le circuit de la doxa dominante, bon je le résume un peu comme ça, à ce moment-là, oui, vous aurez les subventions, vous aurez les productions, vous aurez les distributions, et le circuit académique se mettra de votre côté pour appuyer votre projet, votre produit cinématographique. Si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être passer une échelle, voire 2 échelles, mais ça s'arrêtera là. Et un scénario, c'est pas comme un livre. Un scénario qui ne voit pas le jour, en termes de film, ça reste dans un carton, c'est un fœtus mort. Voilà, ça n'a pas de fin en soi, un scénario, sauf le film. Alors moi, j'ai abordé souvent dans les conférences, à travers ce que j'ai pu un petit peu développer, c'est surtout aujourd'hui la propagande qui se met en place au niveau français, c'est-à-dire qu'on a des films, si vous voulez, il y a toujours plusieurs sortes de propagande. On a le divertissement. Par exemple, les gens ne voient pas une propagande à travers le divertissement, mais le divertissement de masse sert aussi à ne pas aborder les sujets. Pendant qu'on vous divertit, qu'on vous conditionne à un rire un petit peu infertile, on n'aborde pas des sujets fondamentaux qui, normalement, devraient être convoqués par l'art. Ça peut être plusieurs sujets, mais moi je prends toujours des exemples, par exemple, de films qui sont... Je ne sais pas si vous avez vu le film Mustang. C'est un film qui est sorti il y a à peu près 4 ans, si je ne me trompe pas, 4-5 ans. C'est un film qui a été fait par une dissidente turque et qui exposait, à juste titre, le patriarcat en Turquie. C'est un film qui est d'ailleurs très bien, qui est très bien fait, c'est un très beau film. Mais quand on creuse un petit peu, on se demande pourquoi ce sont les Français qui ont financé ce film-là. Et on se rend compte, en fait, qu'on a des fonds français qui sont destinés à financer tous les dissidents étrangers. Sauf que, dans le même temps, on réalise qu'effectivement, tous les dissidents français, eux, sont écrasés par l'institution cinématographique en France, et ils se voient financés par eux-mêmes par des étrangers. Donc vous avez aujourd'hui des Iraniens qui financent des Français, des Russes qui financent des Français, des Américains qui financent des Français, pendant que les Français, eux, en termes d'institutions, vont financer les dissidents étrangers. Voilà, donc ça c'est un peu le mécanisme de propagande. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas... C'est fini l'ère où on était ce pays où tous les étrangers venaient se réfugier en France pour pouvoir effectivement avoir accès à la libre parole. Ça a existé, ça n'existe plus dans ce schéma-là, aussi manichéen qu'il soit, ça n'existe plus. Et aujourd'hui, c'est selon à quelle idéologie vous répondez dans le climat actuel que vous serez financé, subventionné, produit et distribué. Ça, c'est en termes de propagande. Mais vous l'avez aussi à travers la propagande publicitaire, que moi j'ai moins étudiée, mais vous l'avez à travers les matraquages publicitaires. Vous devez vous rendre compte qu'il y a une propagande à tous les niveaux. On a aussi les propagandes, ce qu'on appellerait du propagande dit politique aussi. Vous avez par exemple, j'avais le festival de Cannes, on sait que c'est éminemment politique. Ceux qui ne le comprennent pas, par exemple, on peut l'étayer avec plusieurs exemples. Le dernier exemple, c'était La vie d'Adèle. Je ne sais pas si vous avez vu le film La vie d'Adèle, de Abdelatif Kechiche. Le film, qu'on puisse juger bon ou pas bon, moi je le trouve plutôt bon d'ailleurs, même un peu long, mais bon, c'est un autre critère. C'est un film qui a été produit en amont,
avant la loi du mariage pour tous. Il fallait que ce film-là arrive avant de pouvoir arriver à passer cette loi-là. Donc on a fait un film qui est plutôt réussi. Et puis néanmoins, la question qui se pose, c'est quand même de savoir quel rôle joue l'institution culturelle, artistique, dans l'inclinaison idéologique politique. Elle n'est pas neutre. C'est rien de nouveau. Ça a toujours été un outil de propagande, mais il faut savoir que ça a aussi été un outil de contre-propagande. Sauf qu'aujourd'hui, la contre-propagande, elle n'y est plus. Par exemple, quand Truffaut fait Jules et Jim, il va contre les institutions politiques conservatrices. Quand Abdelatif Kechiche fait La vie d'Adèle, non. Ça s'appelle du film de propagande institutionnelle. Voilà. Mais on doit distinguer lequel est de la propagande et lequel ne l'est pas, pour savoir où placer le curseur. Après, vous l'avez aussi, j'évoquais, les gens me parlent d'un certain puritanisme qui renaîtrait au sein de la cinématographie. Je dis toujours aussi que si vous regardez les films des années 70, effectivement, on pourrait se dire comment ça se fait que la nudité a disparu de la cinématographie, et pourtant on est abreuvé de pornographie en permanence. Donc on a ces contrastes qu'on ne pourrait pas... Et pourtant, normalement, on devrait le constater que le puritanisme va avec la décadence. Généralement, ça s'est élevé en même temps. C'est une espèce de contrebalancier qu'on a toujours eu dans le cinéma, mais en l'occurrence, aujourd'hui, ça se fait de plus en plus présent. Après, on a je vous donne un autre... Je vous donne un autre exemple qui n'est pas sur ce sujet-là, mais par exemple, il y a un an et demi, il y a un film qui sort de... je crois que son nom c'est Fatih Akin, voilà. C'est un cinéaste allemand qui fait un film qui s'appelle In the Fade, qui est un très beau film d'ailleurs, sur un attentat commis par un groupuscule néo-nazi à Berlin, et qui décime une famille avec tout ce que ça engendre, et la vengeance de la femme qui devient veuve, etc. Alors, le film est très bien réussi d'ailleurs, le jeu est magnifique, la mise en scène, la photographie, je pense qu'on peut dire là, vis-à-vis de ce film-là, qu'il y a une facture de 9 sur 10 en termes de compte-rendu. Mais on a un problème quand même avec ce genre de film-là, c'est que à la fin du film, on se rend compte, enfin moi, le critère qui m'est imposé, c'est que sur 10 ans, on a répertorié dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, c'est le réalisateur du film qui le met à la fin du film. Sur 10 ans, dans toute l'Europe, on a en fait 9 attentats de groupuscules néo-nazis répertoriés. Et je m'interroge sur le fait que comment se fait-il que, alors qu'on comptabilise plus de 1000 attentats sur toute l'Europe islamiste, nous n'ayons encore aucun film sur ce sujet-là. Comment se fait-il qu'on pointe l'écureuil alors qu'on a un éléphant au milieu de la table? Ça, par exemple, c'est ce qu'on appellerait de la propagande par omission volontaire. On sait qu'il y a un sujet, mais on ne l'aborde pas. Parce qu'on sait que si on l'aborde, ça peut poser des problèmes. Alors que l'autre ne posera aucun problème. D'ailleurs, il n'a posé aucun problème et il a reçu tous les louanges de l'institution cinématographique. Si vous voulez, c'est que depuis tout temps d'ailleurs, les gouvernements ont des organes, et des organes d'État, qui sont la justice, qui sont la police, et qui sont aussi la culture, ou les médias. Et la culture, le cinéma est étroitement lié à ce que c'est une ramification de la culture. Et c'est une main qui soit travaille contre, soit travaille pour. Elle n'est jamais neutre. On a eu un cinéma contestataire. Aujourd'hui, je ne trouve pas de cinéma contestataire. C'est un sujet. Il existe, mais il est dans 2-3 salles, il n'a pas de répercussions, il n'est pas diffusé, et puis une contestation qui est un petit peu mise sous silence ou contenue, finalement, elle n'a pas la propagation qu'elle doit avoir. Bon, me concernant, je te répondrai que ma filmographie se décompose en 2 directions diamétralement opposées, donc, et qui ne sont pas visiblement incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut être contestataire en faisant un cinéma contestataire, puis on peut faire aussi un cinéma qui est complètement basé sur la nostalgie, la poésie, le raffinement, quelque chose qui soit complètement différent et pas du tout dans le propos transgressif ou subversif. C'est vrai que c'est dur de composer les deux, mais on peut faire des films qui n'appartiennent pas à une même entité, de diviser... Moi, j'essaie d'opérer dans ce champ-là, parce qu'effectivement, être toujours un contestataire permanent, c'est quoi la finalité? Dire non pour non? Est-ce que vous avez vu un film qui soit contre les migrants? Je pense qu'en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est
me rendre compte en tant qu'individu dans la collectivité que nous assistons de manière générale, artistiquement parlant, à un effondrement global de la pensée. Et il se manifeste, à travers ce que tu viens de dire, qui est qu'il y a 3 millions de personnes qui vont aller voir Camping de Franck Dubosc, et il n'y a plus que personne qui connaît les films de Visconti, les films de Comencini, ou je peux en prendre d'autres, mais bon, d'autres films, on va dire même des Claude Sautet en France. Qui de ma génération regarde un film de Claude Sautet? Et malheureusement, quand on balaye un petit peu dans notre histoire récente ce qui a édifié le joyau, bah, on est quand même ramené à quelque chose qui est... attends, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on freine, parce que jusqu'où on va descendre? C'est ça, c'est des questions qui doivent se poser. C'est des questions qui doivent se poser. Moi, je pense qu'il y a des âges d'or dans les sociétés. On en a vécu un. C'est pas ma génération, c'est la génération de mes parents. Et petit à petit, depuis les années 80, on descend. 85. Certains le limitent à... Certains nous parlent de l'avènement de Top Gun comme la descente aux enfers. Je ne sais pas si on peut le dater aussi précisément, mais il y a toujours des perles au cinéma. Il y a toujours des bons films. Mais globalement, le cinéma n'est plus un art élitiste qui fait qu'on élevait les individus dans les sens, dans l'art, dans la conscience. C'est plus devenu un divertissement de masse. C'est différent pour le livre, parce que moi j'ai connu des écrivains, parce que la différence c'est qu'en fait le processus d'édification d'un film demande beaucoup de compétences, beaucoup de subventions, beaucoup de... En fait on fait un film avec... L'écrivain est le seul, disons, et là il y a tas de gens qui s'entre-dépendent. La censure en elle-même, hein. Je veux dire, bon, un livre qui va choquer, vous parliez, je veux dire, il ne passera pas chez l'éditeur. Bon, bah, pareil, mais alors... Il y a des éditeurs, et il ne passera pas chez certains éditeurs, il passera chez d'autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que rien que le livre, il est très difficile. Les gens qui lisent, ce ne sont pas les mêmes gens qui vont au cinéma. Le cinéma, c'est vraiment l'abattoir. Rien que le fait de prendre un livre, ça demande déjà une exigence. Celui qui va lire un livre, si vous voulez, c'est pas dans le terme de propagation, on n'a pas peur de ça. Le film, c'est différent. La réaction d'un film, elle est beaucoup plus... en termes de propagation, de diffusion, c'est quelque chose de beaucoup plus massif. Les gens qui lisent, c'est pas du tout le même, à mon sens, le même niveau de répercussion. Alors, je sais pas, moi, j'essaie de répertorier... le dernier avec qui j'ai pu parler, effectivement, qui a perdu sa boîte d'édition, c'est Renaud Camus, l'auteur du Grand Remplacement. Alors Renaud Camus m'expliquait qu'effectivement, alors il est quand même, enfin, indépendamment de ses propos ou pas, on a quand même quelqu'un de brillant, d'esthète en face de nous, et on se rend compte qu'effectivement on a 2-3 débiles mentaux qui vont publier un livre alors qu'il n'y a pas les mêmes compétences en place, mais comme lui ne répond plus à l'idéologie dominante et que ses thèses malheureusement pour lui se confrontent directement le message opposé qui est diffusé par les médias mainstream, il se retrouve effectivement avec... Mais par contre, il sera publié par un autre. Oui. Alors que c'est pas possible c'est pas possible pour le cinéma. Hein. Le cinéma, vous ne pouvez pas être diffusé par un diffuseur russe en France ou un diffuseur américain en France. Vous devez passer par les institutions françaises. Si vous n'avez pas le label CNC, le tampon CNC, c'est comme si vous n'avez pas votre plaque d'immatriculation pour la voiture. Vous ne pouvez pas. Parce que je pense que l'alternative en termes de culture et d'art, c'est presque l'alternative du maquis. Ah oui. Ouais, c'est un peu ce qui reste, voilà. C'est les derniers champs. Alors, effectivement, il faut accepter que vous ne serez pas, vous ne bénéficierez pas des louanges, de la reconnaissance, des privilèges et du retour sur investissement de ceux qui mangent à la table. Néanmoins, vous avez le Graal de votre conscience. Et que vous gardez votre honneur. Voilà, et de votre honneur, etc. Voilà. Mais moi qui peux naviguer parfois aussi avec des amis et qui eux, gravitent, pour ne pas rendre les choses trop délimitées avec une démarcation qui gravite dedans, c'est aussi difficile pour eux de jouer les gens heureux là où baigne le malheur, hein, vous croyez-moi. C'est difficile de jouer, c'est formidable ce qu'on fait, on est très content de vous présenter un projet extraordinaire alors qu'on sait pertinemment que c'est une grosse merde.
ça, effectivement. Mais moi, quand vous me dites ça, moi, je ne me pose absolument pas en victime. Je pense que c'est des choix de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, où vous prêtez allégeance à ce système qui vous explique les codes et les conditions, il vous dit, voilà, vous avez ça pour marcher. Voilà. Si vous passez là, on vous met une petite tape pour que vous rentriez bien dans le troupeau. Si vous ne comprenez pas, on vous écarte. C'est aussi ça, il ne vous tue pas, il vous écarte. Il vous écarte du système de création cinématographique. On n'est pas sous le Soviet système où à l'époque on mettait une balle à un dissident. On n'est pas encore là. Pas encore. Pour revenir à ce que vous me dites là, j'ai vu Lydie Chatterley, j'ai trouvé ce film magnifique d'ailleurs. Mais l'avance sur recette dont vous parlez, vous, par exemple, c'est un peu comme la dette. Ça nous permet d'asservir. On vous dit, c'est notre trésor commun, c'est vous qui l'avez... voilà. Mais ce trésor-là, d'une certaine manière, c'est aussi vos menottes. Le cinéma, c'est pas l'écriture, je suis d'accord. C'est une industrie aussi, donc c'est beaucoup plus cher. Et si on veut accéder à cet art-là, donc c'est un art, mais c'est aussi pour accéder à cet art-là, ou alors il faut réinventer une nouvelle vague, caméra à l'épaule, sur de la vidéo. Enfin, non, mais ça a déjà existé, ça. Par exemple, ça a déjà existé à travers Lars von Trier, qui à l'époque faisait le Dogme 95. Tout ce que mais le Dogme 95 a explosé. Lars von Trier, d'ailleurs, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là cinématographique. Aujourd'hui, la transgression n'est absolument pas sexuelle. La sexualité n'est absolument pas transgressive. Ne pas comprendre ça aujourd'hui, c'est être en dehors du sujet. J'allais dire, au contraire, si on voulait faire quelque chose de transgressif aujourd'hui, on prendrait l'abstinence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, pour pouvoir savoir où se trouve la transgression, il faut déjà placer le curseur sur la norme. Sinon, on ne sait pas. Bon, je reviens à ce que vous me disiez sur l'avance sur recette et sur le trésor de guerre. Parce que c'est vrai qu'effectivement, mais on arrive à un stade où une bonne intention se transforme en cauchemar. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Donc on a en fait, si vous voulez, et moi je le résume souvent comme ça, entre amis cinéphiles et cinéastes, on le dit souvent, le cinéma ne s'est jamais aussi bien porté économiquement qu'aujourd'hui. Paradoxalement, il ne s'est jamais aussi mal porté qualitativement. Au bout d'un moment, on en parlait avec Anna avant d'arriver ici, moi je pense aussi qu'on est dans une époque où la bourgeoisie nous a un peu tués. C'est peut-être pas le terme qui est approprié, la bourgeoisie, mais la commodité, le confort, exactement, qui fait que moi je voyage, je fais des films dans plusieurs pays, dans plusieurs langues. J'ai tourné au Mexique parce que je tourne beaucoup là-bas, en Italie, aux États-Unis, au Costa Rica, je tourne, etc. Je vois des jeunes, ils ont 20 ans, ils ont faim, Et nous, nos jeunes à 20 ans, ils rêvent d'un iPhone. On ne pourra pas gagner la guerre contre ça. Ces gens-là, ils ont... Je ne sais pas, regardez le film de Alfonso Cuarón, Roma, je ne sais pas si les gens ont entendu parler de ce film Roma de Alfonso Cuarón, si je prononce en français. Le Mexicain là, qui vient de sortir son film sur Netflix. Il vient de sortir un film sur Netflix? Ouais, ce type. Ça s'appelle Roma, comme la ville Roma, mais ça parle d'une... C'est un film ou c'est une série? Non, c'est un film. C'est un film sur le Mexico des années 70. Non, mais là, oui, mais on peut être tout à fait très très bon sans être dans le... En fait, il y a pas de... Netflix ne répond pas, si vous voulez, dans la doxa, comme je viens de l'aborder. Netflix, il est en guerre pour gagner un marché par rapport au cinéma traditionnel. Lui, c'est ailleurs que se joue le... Et il propose effectivement des films et des sujets que le cinéma traditionnel n'aborde plus. Alors, il n'a pas besoin d'être un dissident du Kazakhstan pour exister. Il peut faire des films de très grande qualité, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs avec ce film, mais c'est pas le seul, pour pouvoir... Pardon? Avec Roma, ouais. Regardez-le si vous avez l'occasion, c'est un film qui dure 2 heures, qui est magnifique, en noir et blanc. Et évidemment, les deux se mènent une guerre, mais c'est une guerre économique, on est d'accord, pour accaparer un marché, etc. Et Netflix est en train de gagner ce marché pour des raisons évidentes d'originalité, etc. Mais je reviens sur le fait qu'effectivement, je vois le cinéma russe, je découvre le cinéma russe, je vois Léviathan, je vois Elena, je vois le cinéma polonais récemment. Et je me dis, nous, parce que je suis français quand même, nous qui avions, je sais pas, on avait Truffaut, on avait Godard, on avait Chabrol, on avait Piala, on avait Sautet. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on avait, quoi? C'est l'effondrement. Moi, je suis un héritier de ça. Donc, je suis obligé de défendre mon héritage. Je ne vais pas défendre les Russes, je ne vais pas défendre les Mexicains. Pourtant, je travaille avec eux et je les adore. Mais je suis confronté à mon passif. Et je me rends compte qu'effectivement, la France, elle brade son patrimoine.
Alors ça revient à une question plus générale qui est qu'est-ce que l'art pour l'art Effectivement, je ne sais pas si l'art a disparu des écrans de cinéma, je ne pense pas totalement, mais je pense qu'il est malmené par l'époque. Beaucoup de violence aussi. Hein. C'est Ouais. surtout la violence qui n'est pas censurée, je trouve. Bah, en plus, elle est... Ouais, comment vous la voyez, vous, la violence? Quand on regarde n'importe quel film en ce moment à la télé, hein, Ouais. bon, il y a des scènes de violence incroyables. Mais c'est comme la pornographie, c'est pas du tout transgressif, ça n'interroge pas. C'est vraiment au contraire, c'est de la drogue, du Voilà. sucre. Ah, je rejoins, tout à fait, tout à fait. Alors que les idées sont... Moi, je suis photographe et je fais plus les mêmes photos en ce moment qu'il y a 10 ou 20 ans. C'est plus du tout pareil. Il n'y a plus du tout les mêmes besoins. Ce qu'on disait avec Romaric Sangral la dernière fois, qu'il y a finalement une société qui réclame certaines choses et du coup vous êtes obligé de faire des choses que la société veut. Et pourquoi la société veut? Parce que les choses se font. Donc c'est le cercle vicieux. Avant, Ouais. faire Tout le monde s'interdépend. C'est comme dans la littérature, oui, pardon. On devait faire des grandes affiches avant, en campagne d'affichage, avec pour vraiment des choses superbes, une consensualité. Maintenant, on ne peut plus. Hein. On peut plus montrer une femme légèrement dénudée, c'est terminé. Hein. Ça, c'est Oui, incroyable, ça, moi j'ai connu des publicités à l'époque où l'éveil du garçon et de l'adolescent que j'étais, j'avais 16 ans, 18 ans, je voyais des pubs, ça s'appelait les pubs Ushuaïa ou je sais pas quoi, c'était des shampoings, on voyait une femme qui sous la douche se shampouinait, mais on pouvait voir un sein. Voilà, et ça c'était l'émoi pour les jeunes garçons de mon âge, parce qu'on avait accès à ça, on ne pouvait pas. Aujourd'hui non. Aujourd'hui vous passez du rien au porno gore. Voilà, oui. Alors évidemment, ils se sont accaparés toute la sexualité, dans quels critères? Et bon, c'est une violence aussi. Mais ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que c'est plus du tout transgressif, c'est de l'ordre de l'addictif complètement. En fait, on ne rentre pas dans l'intime. Moi, j'ai rencontré la productrice. Bon, je ne vais pas m'étayer ou rentrer trop là-dedans, mais pour pas incommoder tout le monde. Mais on a rencontré je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Ovidie. Ouais. Ovidie. Ovidie, c'était l'une des premières actrices pornographiques. Elle est plus vieille que moi aujourd'hui. Elle a 45 ans. Si je ne me trompe pas, j'espère que je ne la vieillis pas. Elle me disait qu'à l'époque, on se lançait là-dedans pour montrer à notre père qu'on pouvait décider de notre corps, on était contre le patriarcat, etc. Mais elle nous explique aujourd'hui que les filles elles se jettent là-dedans par conformisme. C'est pour répéter, il n'y a plus de transgression là, à faire ça. On répète comme une espèce de... C'est ce que vous venez de dire, c'est ce qu'on finalement on constate tous. Moi, j'ai des étudiants en cinéma. Ça fait pompeux parce que j'aime pas faire le professeur, mais je vois un jeune, c'était à Mexico d'ailleurs, il a 18 ans, il vient me voir et puis on faisait on détaillait, on expliquait certaines scènes de cinéma et il me dit, mais la première chose qu'il me dit, au bout de 3 séances, il me dit, mais il n'y a pas d'action. Alors je lui pose la question, mais qu'est-ce que l'action pour toi? Il me dit, bah je sais pas, ça bouge pas, ça frappe pas, il se passe rien. Je lui dis, regarde attentivement, parce que si tu vas te diriger dans l'actorat, ou même dans la direction d'acteur, tu vas devoir comprendre au-delà de ce que pour l'instant tu ne perçois pas. Cet homme qui est assis en face de cette femme dans ce café-là, il se regarde avec une intensité qui dépasse toute l'action possible que tu peux imaginer. Mais donne-toi le temps de la comprendre, de la capter, de voir ce qui se passe. Tu vas devoir me décrire une scène où cet homme et cette femme ne parlent pas, et pourtant ils se regardent et quelque chose se passe. Ça s'appelle une action, ça. Mais aujourd'hui, aller dire ça, aller tenir ce discours-là, face à n'importe qui, j'allais dire, les gens ne l'entendent pas. Qui regarde. Donc c'est le rôle éducateur. Le cinéma doit avoir ce rôle. Gérard, à ton avis, il est là pourquoi? Je pense qu'il doit en partie avoir ce rôle. Pas que. Oui, pas que, bien mais sûr. Voilà. C'est-à-dire que je ne pense pas que quelqu'un qui réalise un film, en l'occurrence, moi je fais des films, ils doivent dire, attends, il faut que j'éduque le reste du monde. Il ne part pas sur ce postulat-là. Néanmoins, on ne peut pas non plus, comme vient de dire Anna, s'affranchir de toute transcendance morale, subliminale, métaphysique, sociétale. C'est pas possible. Je veux dire, quand on fait quelque chose, en l'occurrence un film ou une œuvre, j'imagine, ça prend sa racine quelque part. Ce n'est pas désancré. Il y a un ancrage quelque part. Moi, quand j'avais fait un film en hommage à mon grand-père, je devais retransmettre dans ce film-là comment cet arbre
qui n'avait pas, lui, eu de parents, avait réussi à constituer une forêt autour de lui. Ça parle d'un héritage, ça parle d'une transmission. Ça n'a pas vocation à éduquer, même si ça peut éduquer. Mais effectivement, ce postulat-là, il existe. Mais il n'existe pas dans ce qu'on vient, nous, de constater, on est en recherche de quelque chose. On est en recherche d'une histoire d'amour, on est en recherche d'un sentiment, d'une émotion, quelque chose qui va je sais pas, qui va faire vibrer une corde à l'intérieur, qu'elle puisse être spirituelle, sentimentale. Et aujourd'hui, on a l'impression, dans notre époque, que ça n'existe pas. Ça a disparu. Moi, quand je vois une comédie romantique, c'est pas parce qu'il y a une histoire d'amour dedans qui m'est mal ficelée, complètement surfaite et complètement surjouée que pour moi, je comprends une histoire d'amour. Je pense que c'est un divertissement qui a besoin d'une histoire d'amour. Parce que moi, quand je vois Una giornata particolare d'Ettore Scola, ça, c'est une histoire d'amour. Et tout ne se vaut pas. Et il faut pouvoir dire aujourd'hui que tout ne se vaut pas, l'égalitarisme, ça n'existe pas, il y a un Visconti et il y a un Arcadi. Voilà, et qui sont vraiment... Il n'y a rien dedans. Et puis, qui se les lit grands auteurs qui les lisent aujourd'hui. Mais bon, moi, voilà. on me disait, mais je pense que par définition, c'était mon professeur de cinéma qui me disait ça. L'art n'est pas fait pour tout le monde. Eh oui. Alors moi, au début, j'avais du mal à l'accepter, mais maintenant, plus le temps passe, plus je me dis, il avait raison. Après, je me rends compte que, on me dit, il y a des gens qui me disent, mais si les gens vont le voir, c'est que c'est bien. Je conteste formellement ce raisonnement. Je conteste ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas aujourd'hui Beethoven, mais il y a 3 millions de personnes qui vont voir Booba. Est-ce que ça veut dire que Booba c'est le meilleur? Ah non, dans ce cas, c'est fini. Alors, il n'y a plus de... Moi, je crois que